Bonjour, enfant du cinéma, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonjour. Je suis dans un bar avec quelques amis et on s'est dit qu'après on allait se faire un ciné. Du coup, vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il y a au ciné en ce moment? Oh bah vous savez monsieur, il y a plein de bonnes choses. Bah ça, je m'en doute. Mais qu'est-ce que vous me conseillez comme film, précisément? Cette fois-ci, je vous conseillerais de vous aventurer sur Arrakis, puisque Dune 2 est enfin sorti. Okidoki, merci l'ami. Bah on part là-dessus. You will never lose me as long as you stay who you are. Consider what you're about to do, Paul Atreides. This prophecy is how they enslave us! You are not prepared for what is to come. Ça y est, il est enfin là, le film que beaucoup de gens avaient placé en première position de leur attente cinématographique de 2024. Je faisais partie évidemment de ces gens-là. Et ce film n'est nul autre que Dune deuxième partie, qui fait suite de manière tout à fait logique à Dune première partie, qui était arrivée dans nos salles obscures en 2021. Le long métrage était réalisé par Denis Villeneuve qui revient évidemment à la réalisation à la barre pour le second opus. Denis Villeneuve, bien entendu, n'est pas de retour seulement derrière la caméra, mais également en tant que scénariste, accompagné de John Spaihts, qui lui aussi avait déjà travaillé sur le premier opus de Dune, mais cette fois-ci, petite nouveauté, en collaboration au scénario, nous avons Craig Mazin, qui a notamment travaillé il y a peu sur l'adaptation en série de The Last of Us. Côté casting, évidemment, Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin ou encore Dave Bautista rempilent pour leur rôle, mais il y a également des petits nouveaux et des petites nouvelles, à savoir Austin Butler, qu'on a pu voir dans Elvis, ou encore Florence Pugh, qu'on a pu voir dans Midsommar ou plus récemment dans Oppenheimer, mais il y a également Christopher Walken, qu'on ne présente plus, et Léa Seydoux. Et oui, cocorico, il y a une actrice française dans la saga Dune. Et alors, avant de me pencher en détail sur Dune deuxième partie, je vais d'abord revenir un petit peu sur la filmographie du réalisateur de cette saga, Denis Villeneuve, puis ensuite, tout naturellement, je vous rappellerai mon avis sur le premier opus de Dune. Pour commencer, Denis Villeneuve, qui c'est? Eh bien, c'est tout simplement un réalisateur, scénariste ou encore producteur canadien, né le 3 octobre 1967 à Trois-Rivières, au Québec. Ouais, ici, on est dans la précision. Il est le réalisateur de Un 32 août sur Terre, Maelstrom, Next Floor, Polytechnique, Incendie, Ennemi, Prisoners, Sicario, Premier Contact, la suite de Blade Runner 2049, Dune premier du nom, Dune deuxième partie, et bientôt Cléopâtra, ainsi que Dune Messia. Ah oui aussi, apparemment il a réalisé un documentaire de 30 minutes qui est sorti le 22 février sur Tank, qui s'appelle Ryu FFW. Ça se concentre sur un photographe en reportage en Jamaïque. Voilà. Je sais pas ce que ça donne, je l'ai pas vu, mais je suis sûr que c'est très intéressant. Je tiens à le préciser, je n'ai pas vu Un 32 août sur Terre, je n'ai pas vu Maelstrom, je n'ai pas vu Polytechnique, je n'ai pas vu Incendie. Par contre, j'ai vu Ennemi, Prisoner, Sicario, Premier Contact, et la suite, évidemment. Et alors, qu'est-ce que je pense de Ennemi, pour commencer? Ennemi avec Jack Gyllenhaal dans le rôle principal est un film que j'aime bien. Je le trouve assez passionnant, mais en même temps, je trouve qu'il a ses limites. Je trouve qu'il va pas jusqu'au bout, et c'est un petit peu dommage. Mais ça reste un film très intéressant, ça reste une bonne porte d'entrée dans l'univers de Denis Villeneuve, et je pense qu'on a tous et toutes été extrêmement marqués par cette araignée. Cette araignée, oui, vous voyez très bien de quelle araignée je parle si vous avez vu le film, elle est horrible. Pour ce qui est du film qui est arrivé ensuite, à savoir Prisoners, encore une fois avec Jack Gyllenhaal, mais cette fois-ci le rôle principal est tenu par Hugh Jackman, je trouve que Prisoners est le chef-d'œuvre de Denis Villeneuve. C'est le film de Denis Villeneuve que je préfère, qui me passionne le plus. Tout ce qu'il y a en termes de questionnement sur se faire justice soi-même, c'est très intéressant, captivant, et surtout ça va extrêmement loin. C'est un film qui m'a énormément marqué quand je l'ai découvert en 2013. Je n'avais que 11 ans. Qu'est-ce que j'ai
foutu, pourquoi je suis allé voir ce film à 11 ans. Ça a été un vrai traumatisme quand j'étais jeune. Je l'ai revu il y a quelques jours et je trouve le film toujours aussi poignant, marquant, efficace dans sa mise en scène et dans son écriture. Tous les personnages arrivent à exister. C'est un film qui est extrêmement noir. Vraiment, ce n'est pas à mettre devant tous les yeux. Le film est extrêmement brutal, extrêmement sombre. Mais c'est un exemple en tout point, que ce soit en termes de mise en scène, de montage, d'écriture, d'acting. Bref, j'adore ce film et je vais piquer une expression à l'un de mes professeurs qui m'a dit l'autre jour que pour lui, Prisoner, c'était un petit peu le Seven des années 2010 et je dois dire que je suis assez d'accord. Pour ce qui est de Sicario, le film qui est arrivé juste après Prisoners, ça va aller très vite parce que j'ai souvenir d'une mise en scène et d'une photographie très efficace, mais j'avoue que le fond, les personnages, je m'en souviens pas trop, ça avait pas dû vraiment me passionner. Après, écoutez, je reverrai le film, parce qu'en plus, le film a eu le droit à une suite, qui n'a pas été réalisée par Denis Villeneuve, et apparemment, alors c'est pas sûr, mais il serait peut-être question d'un Sicario 3. Et je trouve ça intéressant, comment cette saga se développe. Pour ce qui est du film suivant, à savoir Premier Contact, avec notamment Amy Adams et Jeremy Renner dans les rôles principaux, eh bien ça a été une véritable claque quand je l'ai découvert. Ça a été une véritable claque quand je l'ai redécouvert. C'est l'un de mes films préférés de Denis Villeneuve, parce que la force de ce film, c'est qu'il arrive à tellement t'émouvoir, mais sans jamais tomber dans le pathos. Il est toujours à ça de tomber dans le pathos, mais il n'y tombe jamais. Et en plus de ça, encore une fois, comme toujours, chez Denis Villeneuve, la forme est absolument passionnante. On arrive maintenant à la fameuse suite, à l'un des plus grands films de science-fiction jamais créés, j'ai nommé Blade Runner. Et donc cette suite, Blade Runner 2049, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien c'est assez particulier mon rapport avec ce long métrage, puisque la première fois que je l'ai découvert, avec mon poteau Michel, que je salue, eh bien je ne suis pas du tout rentré dans le long métrage, et je l'ai revu. Et je me suis rendu compte, ma foi, que c'était une très bonne suite au premier opus. Vraiment, Blade Runner 2049, que ce soit en termes de fond ou de forme, se défend très bien. Tout comme Harrison Ford et Ryan Gosling qui forment un très bon duo. Et puis surtout, c'est l'un des rares films où Denis Villeneuve se permet de faire de la poésie. Et il faudrait qu'il se permette plus souvent de faire de la poésie, parce que c'est vraiment très beau ce qu'il raconte. Et nous arrivons enfin à Dune première partie, qui était un film à l'époque que j'attendais pas mal, puisque j'avais revu Blade Runner 2049, et je m'étais rendu compte qu'en science-fiction, Denis Villeneuve, il gérait grave. Et alors, qu'est-ce que j'en pense de ce premier opus ? Alors, je vais passer très vite dessus, parce que j'ai fait à l'époque une vidéo de pratiquement 50 minutes, je crois, accompagnée de Léopold, sur Dune première partie. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un film que j'avais beaucoup aimé et que j'aime toujours autant. La seule différence, c'est qu'à l'époque, j'avais trouvé que c'était quand même une grosse introduction. Et maintenant, quand je le revois, j'ai plus l'impression de voir une introduction, j'ai vraiment l'impression de voir un film avec un début, un milieu et une fin. Et c'est toujours aussi impressionnant visuellement. Au fur et à mesure de mes visionnages, je me suis de plus en plus attaché aux personnages. Bref, Dune 1... j'aime beaucoup. Je trouve pas que c'est un chef-d'œuvre, mais j'aime beaucoup. Et c'était surtout pour moi l'occasion de découvrir ce fameux univers de Frank Herbert, puisque je n'avais pas lu les romans de ce monsieur, et je n'avais pas vu également le film de David Lynch. Et je ne comprends toujours pas pourquoi aujourd'hui, le 28 février 2024, je n'ai toujours pas vu le film de David Lynch. Mais donc voilà, vous connaissez maintenant mon rapport au cinéma de Denis Villeneuve, vous avez donc compris que à chaque fois, la forme dans ces films me passionne, pas toujours le fond ne me passionne pas toujours, mais la plupart du temps, c'est quand même très qualitatif. Et vous connaissez également mon avis sur Dune premier du nom, donc je pense qu'on peut enfin passer à mon avis détaillé sur Dune deuxième partie, qui était le film que j'attendais le plus de l'année. Je suis allé le voir Day One à la séance de 10h30. Le seul souci, c'est que c'était pas en IMAX. Je l'ai vu sur un écran de cinéma tout à fait normal. Et je vais me flageller. Je vais me flageller pour avoir fait ce choix. Steve Atreides, Duke of Arrakis, under the
Et donc, que nous raconte la suite de cette épopée Dune? Paul Atreides s'unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes, choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. Alors que moi, mes dilemmes, c'est savoir si je vais manger un burger ou une pizza le midi. Alors, ça faisait très longtemps que je n'étais pas sorti d'une séance en ne sachant absolument pas ce que j'avais pensé du long métrage que je venais de voir. Vraiment, je suis sorti et pendant 1 heure, je me suis posé la question de si j'avais pas aimé, si j'avais moyennement aimé, si j'avais aimé, beaucoup aimé ou adoré. J'étais complètement du père. C'est mon poteau Alex qui a vu le film en avant-première hier soir et qui m'a envoyé des messages ensuite pour me dire « Mec, le film n'est pas du tout ce à quoi tu peux t'attendre. Le film est extrêmement particulier. » Et j'avoue que ça m'a inquiété autant que ça m'a encore plus donné envie de voir le long métrage. Parce que je me disais, ok, ça va peut-être être un petit peu plus différent de ce à quoi je peux m'attendre, mais pas non plus trop différent. Je veux dire, il n'y allait pas avoir le climax du film avec Timothée Chalamet qui fait des danses Fortnite sur le verre sous fond de compagnie créole. Et ouais, il n'y a pas ça. Mais c'est logique. Un petit peu dommage, mais c'est logique. Par contre, il y a tellement d'autres choses auxquelles je ne m'attendais pas, tellement de directions prises par Dune 2 où je me serais jamais dit que le film allait prendre ces directions-là. Et alors, je vais stopper le suspense tout de suite. Oui, j'ai beaucoup aimé Dune deuxième partie. J'ai beaucoup aimé Dune deuxième partie dans un premier temps parce que le film m'a surpris par rapport à ses bandes annonces. Ces bandes annonces qui vendaient le film comme un gros film d'action bien bourrin, vraiment. On avait l'impression qu'il allait avoir de l'action tout le temps, et il n'y a pas de l'action tout le temps. On peut avoir l'impression qu'il y a plus d'action que dans le premier opus, mais je pense pas que ça soit vrai. Dans le premier opus, on n'a pas trop d'action durant la première partie, et ce qui va faire le lien entre la première et la deuxième partie, c'est une grosse scène d'action bien vénère, une grosse scène de destruction bien vénère, qui dure assez longtemps. Là, dans Dune 2, on va avoir des petites scénettes d'action qui vont être éparpillées un petit peu partout, mais je pense pas que si tu les réunis tous ensemble, ces scénettes d'action, ça fasse plus d'action que dans le premier opus. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que ma vision du temps est complètement biaisée, mais j'ai vraiment eu cette sensation-là. Mais en plus de ça, ce qui m'a beaucoup fait aimer d'une deuxième partie, c'est que ces scénettes d'action sont tellement meilleures que les scénettes d'action du premier opus. J'en ai pas parlé en intro, même si j'aime beaucoup Dune première partie, je trouve quand même que Denis Villeneuve galère un petit peu à réaliser des scènes d'action ou des scènes avec une ampleur de dingue, où il se passe énormément de choses à l'écran. Je le trouvais par exemple plus talentueux dans des scènes plus intimistes. La grosse scène d'action, de destruction en milieu de Dune première partie, je l'aime bien parce qu'elle est pas à jeter, elle est quand même impressionnante, mais je trouvais qu'il y avait vraiment des problèmes de gestion de l'espace, par exemple. Par moments, je me demandais où les personnages étaient par rapport à d'autres personnages. Et là, dans Dune 2, c'est pas le cas à un seul instant. Quand il y a des scènes d'action, tu sais où tel personnage se trouve par rapport à tel personnage. Il y a eu un gros step-up en termes de gestion de l'espace, mais alors en plus de ça, que ça soit Dune 1 ou Dune 2, en termes d'effets spéciaux, c'est une pure merveille. Et en termes de décors également, les décors qui servent durant des scènes d'action sont magnifiques. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas de cache-misère. Dans la plupart des blockbusters, actuellement, tu as beaucoup de cache-misère, tu as beaucoup les décors en flou, les effets spéciaux en flou, parce qu'ils ne sont tout simplement pas finis. Et je suis désolé, c'est vraiment une honte de sortir un film qui n'est pas fini. Et bah, Dune 2, il est fini et tu as un sens du détail. C'est net, c'est beau. De toute façon, c'est pas une nouveauté dans le cinéma de Denis Villeneuve qu'il y ait un sens du détail extrêmement précis, assez extraordinaire. J'aime beaucoup la façon dont Denis Villeneuve va nous présenter des vaisseaux, des engins absolument immenses, et plus la scène va avancer, plus on va se rapprocher de cette immensité, plus on va la détailler, plus on va opposer des êtres humains à ces choses absolument immenses. Il y a un sens du gigantisme qui est passionnant chez Denis Villeneuve, et le gigantisme, c'est pas si simple que ça à faire.
Pour moi, il n'y a que 2 personnes actuellement à Hollywood qui gèrent extrêmement bien le gigantisme, c'est Denis Villeneuve et Gareth Edwards. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Gareth Edwards, c'est le gars qui nous a pondu il y a pas longtemps le très intéressant mais imparfait The Creator et qui va possiblement réaliser le prochain film de la licence Jurassic World. Voilà. Et donc pour revenir à la manière de mettre en scène de Denis Villeneuve, que ce soit pour les scènes d'action, pour le gigantisme ou encore le sens du détail, c'est un 10 sur 10. C'est un perfect. C'est tellement agréable d'avoir une image comme ça sur grand écran. C'est tellement agréable d'avoir une image aussi belle dans un blockbuster actuel. Et pourquoi cette image est aussi belle, au-delà de tout ce que je viens de citer? Parce qu'à la photo, on a ce GOAT ultime de Greig Fraser. Greig Fraser, qui est un directeur de la photographie extrêmement en vogue actuellement à Hollywood. Et c'est normal, j'ai envie de vous dire, les cocos, parce qu'il est extrêmement talentueux. Il a notamment bossé sur Zero Dark Thirty, sur Lyon, sur Rogue One A Star Wars Story, sur Vice, sur Marie-Madeleine, sur Dune, sur The Batman, ou encore sur The Creator, tiens, dont on parlait tout à l'heure. J'adore ce mec, parce que déjà, il a un sens de la beauté, il a un sens de l'image qui est assez hors norme, vraiment, mais en plus de ça, c'est un directeur de la photo qui n'hésite pas, avec son réalisateur, à tenter des choses vraiment risquées, vraiment compliquées à faire. Personnellement, la scène d'introduction de Dune 2 m'a vraiment bluffé en termes de photographie ou encore d'étalonnage. C'est une scène où il va y avoir beaucoup d'orange dans l'image, un orange qui est en même temps très pétant sans être agressif, et il va marier à cette couleur orange des couleurs beaucoup plus sombres, extrêmement marquées, et je trouve que le mélange fonctionne très bien, l'image a un cachet de fou furieux. Et alors, toujours en termes d'image, moi ce que j'ai adoré, c'est toute la partie en noir et blanc, qui a notamment été présentée dans les nombreuses bandes annonces. Après, cette partie n'est pas totalement en noir et blanc, puisqu'il y a par-ci par-là des petites touches de couleur, et ce noir et blanc pratiquement omniprésent a trouvé une raison, une justification. C'était un petit peu ma peur quand j'ai vu les nombreux trailers, je me disais, ok, ça a l'air de tabasser sa mère, tellement ça a l'air beau, juste, film, il faut que tu me trouves une raison, une justification à ce noir et blanc. Et ils en ont trouvé une, que je trouve intéressante, parce qu'en plus de ça, elle sert l'univers de Dune, et aussi je trouve que le noir et blanc de Dune 2 est plus intéressant que le noir et blanc de Oppenheimer, s'il faut comparer 2 films récents qui ont utilisé le noir et blanc. J'adore Oppenheimer, mais le noir et blanc dedans n'est pas ce qui m'a le plus passionné. Aussi, pour continuer sur le noir et blanc qui accompagne donc toute la partie où on va nous présenter le personnage interprété par Austin Butler, je le trouve très intéressant dans son sens. Mais au-delà du noir et blanc, je trouve ça très intéressant comment l'image paraît lisse dans cette partie, que ce soit en termes de décor ou en termes de peau des acteurs et actrices. C'est très lisse, c'est très propre, alors qu'on nous parle, alors qu'on nous présente les persos les plus dégueulasses de la galaxie, notamment en termes de psychologie. Je veux dire, le personnage interprété par Austin Butler est absolument horrible, est absolument atroce. Il représente les pires vices de l'être humain, qui ont notamment existé dans le passé, et le fait qu'on présente ce personnage avec pratiquement une omniprésence de noir et blanc, et que plus ce personnage et ses vices vont se développer dans l'intrigue, on l'amène dans la couleur, qui représenterait pour moi le présent, il y a quelque chose de vraiment inquiétant qui se dégage de ce personnage. Et je trouve ça très fort en termes de mise en scène, de photographie et bien entendu d'écriture, parce qu'il y a de l'écriture derrière tout ça. D'ailleurs, l'écriture, parlons-en, je pense que c'est là que le long métrage va le plus diviser, parce que déjà en termes de construction scénaristique, le film est vraiment très différent du premier opus, mais bon, ça c'est pas étonnant. Mais sinon, concernant les personnages notamment, ça part dans des directions que j'avais pas vu venir. Alors peut-être que ces directions-là sont prises également dans le roman, je rappelle que je n'ai pas lu le roman, même si un ami m'a donné une info sur quelque chose qui se passe à la fin du film, qui ne se passe pas de la même manière dans le roman, et le fait que ça se passe de cette manière dans le film, ça raconte beaucoup de choses. Je ferai peut-être une micro-partie spoiler sur ce point précis à la fin de ce podcast, mais pour revenir donc à la direction, aux directions qui ont été prises pour les développements des nombreux personnages, ce que j'ai adoré, c'est que vraiment aucun personnage n'est épargné. Il n'y a aucun personnage à la fin du deuxième film qui a le même état d'esprit qu'à la fin du premier film. Tous évoluent vers
des chemins extrêmement différents, extrêmement denses et surtout extrêmement risqués. Je pense notamment à la direction qui a été prise pour la mère de Paul, je pense à la direction qui a été prise pour Paul, qui est le personnage principal de cette saga. Je pense vraiment que certaines personnes qui n'ont pas lu le roman, par exemple, vont être un peu décontenancées, voire déçues. Le film va beaucoup diviser sur son fond, ça j'en suis sûr et certain. Et je trouve ça super intéressant, ça va donner l'occasion à plein de gens d'avoir des débats qui n'en finiront pas. Et c'est trop bien les débats, j'adore les débats. Autre exemple, le personnage interprété par Javier Bardem. Et bah je m'attendais pas à ce que ce personnage-là soit pas mal de fois traité de manière humoristique. Mais vraiment, il y a des moments qui sont drôles. Mais en même temps, c'est ça la force de Dune 2. Reprenons un exemple, le personnage de Javier Bardem. Certes, on rigole avec ce personnage ou certaines des actions de ce personnage. Mais en fait, on rit un peu jaune parce que le propos qu'il sert n'est pas du tout un propos marrant. Le propos principal du long métrage n'est autre que le suivant: être un fanatique religieux, c'est pas ouf. Oui, vous avez bien entendu, Dune 2, un blockbuster à 190 millions de patates, va te parler de fanatisme religieux. Le fait que ton film, qui coûte extrêmement cher, qui va être vu par beaucoup de gens, soit porté la grande partie du temps par un propos qui est le fanatisme religieux, c'est pas ouf, je suis désolé, mais moi j'appelle ça des couilles. Parce que ok, c'est peut-être dans le roman de base, mais ils auraient pu amoindrir ce propos par peur des représailles, par peur de l'avis des gens dessus. Je veux dire, Dune 2, c'est quoi à part un long métrage qui pendant 2h46 va te dire que la religion peut être source de manipulation et peut amener vers des événements graves et dramatiques. On peut penser ce qu'on veut de ce propos, de la manière dont il est géré, de la manière dont il évolue, mais moi je trouve ça super couillu de l'avoir placé en 2024 dans un film comme Dune 2. Denis Villeneuve, il a son propos, il fonce avec et il le mène jusqu'au bout. Et si t'es pas d'accord avec lui, il en a rien à foutre. Et moi, la force de propos qu'a Dune 2, j'ai tendance à trouver ça absolument fascinant. Je trouve Dune 2 beaucoup plus intéressant en termes de propos que Dune 1, parce qu'en vérité, dans Dune 1, il n'y avait pas vraiment de propos. L'histoire était très bonne, les personnages étaient très bons, mais il n'y avait pas vraiment de propos pour englober tout ça. Et là, dans Dune 2, il y en a un. Ça en fait un film de SF à gros budget, à destination d'un grand public, avec un auteur à la base, un véritable auteur à la base. Alors bien sûr, oui, il a pas inventé l'eau chaude, ça vient sûrement du roman, encore une fois, mais la façon dont ça a été adapté en film, en scénario, au niveau de l'écriture, moi je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement prenant. Je trouve que ça a été fait avec brio. D'ailleurs, pour continuer avec le mot brio, je trouve vraiment que cette saga est portée par des brillants comédiens et des brillantes comédiennes. Que ce soit Timothée Chalamet, il n'a jamais aussi bien porté un rôle principal. Zendaya, que j'aime de tout mon cœur pour tout ce qu'elle a fait dans Euphoria, là aussi elle est excellente. Et d'ailleurs, son personnage prend une ampleur de dingue dans ce volet-là, et j'ai très hâte de voir ce qu'il nous réserve. Bon, pour ce qui est de Florence Pugh ou Léa Seydoux, encore une fois, elles sont très talentueuses. Le seul souci, c'est que leurs personnages ne sont pas très intéressants, je trouve. En tout cas, pas encore. On verra dans les suites comment leurs personnages seront développés. Je suis sûr qu'il y aura des choses vraiment très intéressantes, mais là, pour le moment, ça m'a pas passionné. C'est peut-être un petit défaut du long métrage, ça. Rebecca Ferguson et Javier Bardem ne cessent de prouver leur talent, et Austin Butler est très bon également. Son personnage est très inquiétant. Il va nous offrir parmi les meilleures scènes de tension du long métrage. Je pense notamment à un duel à la fin où j'étais crispé à mon siège parce que, encore une fois, ne connaissant pas le livre, je ne savais pas comment ce duel allait se terminer et j'avais vraiment des doutes. Christopher Walken est très bon, mais là aussi il fait un petit peu de figuration quand même. Pas comme la bande originale composée par Hans Zimmer que j'ai très hâte d'aller réécouter sur Spotify ou Deezer parce que vraiment elle m'a tout de suite énormément marqué. Je me demande même si les compositions qu'il a réalisées pour Dune 2 ne sont pas meilleures que les compositions qu'il a réalisées pour Dune 1. Parce que vraiment,
t'en prends plein les oreilles, mais ça te fait tellement plaisir parce que Hans Zimmer is back. Vraiment, le thème composé pour Paul et Shani est juste somptueux. Il est plein de poésie et ça fait du bien d'avoir un petit peu de poésie dans cet univers qui est quand même très très sombre. Et donc voilà, d'une deuxième partie de Denis Villeneuve, c'est un blockbuster d'exception. C'est un genre de blockbuster rare qu'il faut chérir parce que qu'est-ce que c'est bien. J'ai mis du temps à savoir si j'avais vraiment beaucoup aimé, mais là je suis sûr d'avoir beaucoup aimé, parce qu'en termes de forme, c'est impérial, il y a des moments qui sont tellement épiques, il y a des moments qui sont tellement osés, qui sont tellement beaux. Osés, tiens, comme le fond, parce que la direction des persos et le propos, non, vraiment, c'est surprise en surprise d'une d'eux, c'est décision couillue sur décision couillue, c'est rare d'avoir des blockbusters comme ça, qui osent autant. Faut vraiment chérir ce genre de blockbuster, et ça me fait tellement plaisir de retrouver une saga au cinéma où on en a quelque chose à foutre, quoi. Parce que sinon, ouais, il n'y a plus beaucoup de sagas où on en a quelque chose à foutre. Et là, je tiens plus en place, je veux déjà avoir la suite. Et j'espère que ce film va marcher. J'espère qu'il va marcher. Et le fait qu'il divise, moi, je trouve ça plutôt positif. Parce que c'est un film sur lequel on pourrait analyser pendant des heures et des heures et des heures et des heures, débattre pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et ça fait tellement plaisir d'avoir un film comme ça, qui réunit autant de gens et qui permet à autant de gens de débattre. C'est trop bien. Avant de conclure cet épisode d'Enfants du cinéma, je vais revenir sur un point qui se situe vers la fin du long métrage, sauf que mon ami, c'est du spoiler. Donc si tu n'as pas vu le film, eh bien, va au timecode qui est affiché dans le titre de la vidéo. Et comme ça, tu te feras pas spoil. C'est plutôt bien, non? Allez, dans 3 secondes, je spoil. 3, 2, 1. Donc, comme il était annoncé dans Dune première partie, la mère de Paul est enceinte. Elle attend la petite sœur de Paul. Et d'après ce que m'a dit mon collègue de travail, et oui, parce qu'on travaille ensemble sur la 7ème illusion. La 7ème illusion, c'est tellement bien. Je vais vous mettre le lien de la 7ème illusion dans la description de cette vidéo. C'est un collectif dont je fais partie et on s'éclate. Et vous avez l'air d'aimer ça, donc c'est trop cool. Mais donc, apparemment, selon Julien, dans le roman, ce n'est pas Paul qui tue le baron, c'est la sœur de Paul qui tue le baron. Et le fait que ça soit Paul qui tue le baron dans le film, en mode vengeance, vraiment, il le tue avec un besoin de vengeance, avec de la haine en lui, ça ressemble pas trop à Paul. Mais du coup, on a l'impression, Julien et moi, que Denis Villeneuve veut véritablement faire de Paul un antagoniste pour le 3e opus, et faire de Shani la protagoniste. Et moi, je trouverais ça dingue, je trouverais ça tellement bien que Paul soit un antagoniste. Mais ça va décevoir beaucoup de gens, je pense. Moi, je trouve ça juste ultra couillu, ultra intéressant, encore une fois, et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Et donc voilà, c'en est tout pour cet épisode de Enfants du cinéma. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter et partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Et sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, et je vous dis salut!